rapport au programme. Donc, on va démarrer notre prochain atelier. Donc, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Madame Marion Marie-Bouzid, qui est psychologue clinicienne, spécialisée en TCC, membre de l'AMTCC et de l'AFTCC, instructrice en MBCT, agréée par le réseau international, praticien en thérapie des schémas et auteur de plusieurs ouvrages en psychologie, qui est installé à Essaouira depuis une quinzaine d'années et qui anime des sessions de formation en MBCT en résidentiel et qui intervient dans le champ de l'entreprise auprès de CPA, Rome, Alp. Donc Marion Bouzid, il doit nous donner les abréviations SPA. Le Centre pour les affaires. C'est le Centre pour les entreprises. Et le Centre de la formation à la direction d'entreprise. Donc, vous avez la parole, vous avez 1h30 avec la discussion. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum Kremlin. Marhaba bikoum. Je ne vais pas faire la conférence en Darija, mon Darija est largement insuffisant, mais le cœur y est. Dima. Et donc je vais vous parler, je ne sais pas si ça marche. Ça marche. Donc je remercie tout le bureau de l'association marocaine d'addictologie de m'avoir permis de sortir de ma région enclavée d'Essaouira pour venir dans cette belle ville de Tanger, avoir l'occasion de vous présenter cet atelier sur la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Et donc je vais démarrer. Mon collègue m'a présenté. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, à part sur la MBCT évidemment. Pour vous dire que je suis moi formée à la Mindfulness Based Cognitive Therapy. Donc c'est ces fameux protocoles, je sais pas, tout le monde connaît un petit peu, où il y a des novices qui vraiment découvrent les protocoles de pleine conscience ici. S'il y a des novices, vous levez la main pour que je sache quel niveau de... Ah, il y en a pas mal quand même, d'accord, très bien, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler de cette approche aujourd'hui. Donc je tiens vraiment à ce MBCT, je ne vais pas vous parler de pleine conscience, je vais vous en parler, mais je vais vous parler de la thérapie. Je vais vous parler de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Donc c'est pas une nuance, hein, c'est vraiment important, étant donné toute la diversité des pratiques qui circulent autour de la pleine conscience, qui est devenue un vrai phénomène aujourd'hui. Donc je suis, je pense, la seule instructrice ici au Maroc qui est agréée par le réseau Access MBCT. Et je ne suis pas formée au MBRP, je vais vous en parler. Donc, je pense que c'est pour ça que le docteur Fatima Roumani, mon collègue, ont fait appel à moi. Soit dit en passant, j'ai du coup, en prévision de cet atelier, évidemment je connaissais ce protocole, j'ai été regarder d'un petit peu plus près et je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Il reprend vraiment de près la logique du MBCT. D'accord? Donc le MBCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette fameuse thérapie cognitive basée sur la pleine conscience dans la gestion, la prévention des rechutes dans les dépressions. Il a fait vraiment la validation, l'épreuve de la validation scientifique, il y a plusieurs méta-analyses sur le sujet, sur la dépression. On va voir que ça n'en est pas au même niveau concernant les addictions, mais c'est assez prometteur. Et surtout dans certains contextes qu'on va voir aujourd'hui. Donc, alors, ok. Allez, avant de dire ce qu'est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, on va déjà voir ce qu'elle n'est pas. Je pense que c'est quand même important de délimiter de quoi on parle. Donc là, vous voyez, je pense que c'est des cadres en entreprise, vu que c'est la mode en entreprise. Dans le navigateur de ton mental, efface le cache maintenant, annule l'historique et navigue vers une page vide. D'accord? Donc on va pouvoir faire le vide mental et peut-être s'élever dans des sphères intéressantes. Ben non, non.
peut-être dans la pleine conscience, dans d'autres protocoles ou dans d'autres approches plus spiritualistes, on va dire que peut-être qu'on va atteindre ces états de conscience modifiés, mais quand on parle de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, on est vraiment dans des méthodes scientifiquement éprouvées, où on a enlevé le rapport au sacré et à la spiritualité, et on est loin donc d'une méthode de New Age qui viserait à atteindre un certain état. C'est ce qui peut se produire. Si je vous fais vous centrer, peut-être vous pratiquez pour certains déjà la relaxation. D'accord? Donc, il suffit qu'on se centre sur les grandes fonctions neurovégétatives, la respiration, les sensations musculaires, pour que, instantanément, dès qu'on déconnecte l'esprit de ce qui se passe, le corps se calme. D'accord? Et on peut, de ce fait, atteindre des états de conscience un peu modifiés en relaxation profonde. Ok, ça peut se passer, mais ce n'est pas ce qu'on vise dans les protocoles de thérapie cognitive basés sur la pleine conscience. Ah, vraiment, je suis touchée d'avoir autant de monde. Mais alors, essayez, je sais pas, si vous partez, vous n'allez pas rester debout pendant 1h30 quand même. Parce que là, ça va être dur. Oui, peut-être. Donc au contraire, bien au contraire, la MBCT, ces approches ne visent pas à atteindre un objectif, un autre état. En fait, au contraire, elles visent à être conscients de ce qui est présent en nous, moment après moment. Donc elles visent à apporter une clarté de conscience, je vous la fais vraiment courte, mais on va développer. Elles visent à apporter une qualité d'attention et de conscience sur tous ces processus internes, intérieurs, qui vont se passer en nous, la façon dont on réagit aux stimuli extérieurs. Donc, on est presque aux antipodes d'une méthode qui vise à atteindre un état différent. D'accord ? C'est pas une méthode qui vise à supprimer les pensées et les émotions. Déjà, ce serait pas souhaitable. Nos émotions sont absolument essentielles. Vous êtes des cliniciens, donc les émotions sont absolument essentielles à notre survie immédiate. Déjà, la peur, la colère nous vise à faire face à des menaces, à mettre en place des comportements, mais elles nous visent à être connectés à nos besoins. Si on s'éloigne de nos besoins, on va avoir des émotions négatives, et donc on va essayer de résoudre le problème pour répondre à nos besoins. Et puis les émotions nous permettent d'être connectés aux émotions des autres, donc ça nous permet de développer cette intelligence émotionnelle, de pouvoir être mieux adapté dans la société. Donc les émotions, on ne va pas les supprimer, et quand bien même vous nous diriez... Mais il y a 2 places là. Donc, qu'est-ce que je vous disais là? C'est bien. On ne peut pas, on ne doit pas, et on ne pourrait pas. C'est-à-dire quand bien même vous allez me dire, ouais, mais certaines émotions quand même, la culpabilité intense, la honte, vraiment, on pourrait quand même en supprimer certaines ou au moins les diminuer, effectivement. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc ça, on le sait tous, hein, ce serait magique. Les médicaments marchent mieux que la psychothérapie pour être tout de suite supprimer une émotion. Donc évidemment, ça ne vise pas du tout à supprimer les pensées et les émotions, ça vise à être en relation de façon différente avec ses pensées et ses émotions. D'accord? Juste pas être dedans. Là, pour l'instant, j'en reste là. Je reviendrai dessus après. Ça, c'est pas une méthode qui viserait à tout accepter sans réagir. Vous savez, devenir comme des moines et que tout puisse nous glisser dessus sans qu'on ait quelque chose à faire. On accepte tout. Bah non, ça serait dangereux de tout accepter. On ne doit pas tout accepter déjà. Et la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, même si c'est une méthode qui met au cœur de ses principes actifs l'acceptation de ce qui est là, ce n'est pas de la résignation. Accepter qu'une émotion est là, ça va permettre d'y répondre. D'accord? Ça ne va pas sombrer dedans et se dire bah, ça sera là tout le temps, je dois accepter que ça soit là tout le temps. Ça, c'est une pensée automatique négative, catastrophisante. Donc l'acceptation, ce n'est pas de la résignation. Et ça va souvent être un premier pas pour se demander qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à un état émotionnel interne, par exemple. Donc ça va être une première étape, juste
reconnaître qu'il y a une émotion qui est là, pour se demander qu'est-ce que je fais de constructif, j'entends. Okay. Donc voilà un petit peu des idées reçues. Alors maintenant une définition. Je ne fais pas de trade dans l'originalité, j'ai repris une définition de Kabat-Zinn de 1970, mais bon, elle est toujours d'actualité, donc on ne va pas réinventer le fil à couper le doigt. Donc la pleine conscience signifie diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément au moment présent, sans jugement de valeur. Alors, ça peut paraître simple comme ça. En réalité, quand on commence à pratiquer, il y a des jugements tout le temps, l'attention s'en va tout le temps. Donc dans la pratique, ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais c'est quand même important. Vous voyez, j'ai mis une photo d'un bonhomme avec une loupe. En fait, la pleine conscience, c'est ça. On pourrait arrêter l'atelier là, mais on va aller plus loin. C'est une loupe. C'est-à-dire qu'on va utiliser une partie de notre cerveau pour amener notre attention sur certains processus qui, si on ne met pas la loupe, eh ben, ils vont être automatiques et ils vont engendrer des comportements problématiques, mais tout ça complètement de façon inconsciente à l'insu de notre conscience. Donc en fait, la pleine conscience, c'est une loupe. C'est vraiment, on va utiliser, c'est un processus de rééducation de notre attention, savoir où on amène notre attention et l'amener sur des données pertinentes de notre mental pour, une fois qu'on observe ça, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est évident. Donc voilà. Alors, j'insisterai jamais trop. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Donc c'est un subtil équilibre, c'est pas la pleine conscience, c'est un subtil équilibre et une complémentarité pour moi, alors parfaite, la perfection n'existe pas, mais une très belle complémentarité entre la pleine conscience et les TCC. Alors, on va explorer ça évidemment durant tout l'atelier. Déjà, dans les protocoles, que ce soit le MBCT ou le MBRP, on va avoir des exercices de pleine conscience, cette fameuse loupe, pour être attentif à son expérience, d'accord, et expérimenter, vivre, ressentir, observer, plutôt que de réagir et de préjuger, d'accord. Pour moi, j'aime bien ça reviendra souvent, pour moi la pleine conscience, c'est un laboratoire d'expérimentation du soi. C'est-à-dire quand on se met, alors ça peut être assis, couché, debout, moi dans mes sessions, on ne va pas se mettre en lotus, vous avez compris, c'est déconnecté de la sphère spirituelle ou religieuse, mais on va se poser, on va amener son attention sur des sensations, des émotions, des perceptions, des réactions, de façon assez systématique, et on va observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, on va observer comment les pensées entraînent des sensations, des émotions, qui elles-mêmes entraînent des sensations dans le corps, qui entraînent elles-mêmes des impulsions pour viser à se débarrasser. Donc vous savez, hop, les TCC, toute analyse fonctionnelle, pensée, émotion, sensation, comportement. Et ça, on l'observe en live, parce que quand on fait les pratiques, on a envie de se connecter à son souffle. Et puis, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, pour ceux qui ont déjà médité? Est-ce que vous êtes resté sur votre souffle pendant 30 minutes? Alors, du vagabondage de l'esprit, de l'impulsivité, plein d'autres choses. Pourquoi? Parce que notre conscience, c'est un outil. Notre conscience est un outil qui nous permet de détecter. Vous imaginez bien, c'est extrêmement important pour la survie. Être conscient de ce qui survient à un son, par exemple. On doit être conscient, parce qu'il peut y avoir des sons problématiques. Donc on ne va pas demander à notre conscience d'arrêter de se distraire, d'arrêter de détecter des sons, d'arrêter de détecter des pensées, des distracteurs. C'est juste essentiel. C'est comme si on demandait à nos poumons d'arrêter de respirer. Donc on ne va pas pouvoir enlever ces distracteurs, on va repérer toute la succession. Et puis des fois, au lieu d'être pris dans la boucle, on va pouvoir prendre un petit pas de recul. Donc un laboratoire d'expérimentation du soi, où dans les protocoles, dans le début, dans les premières séances, en général c'est des protocoles, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui sont des protocoles de 8 semaines, en groupe, où chaque semaine, on a 2 heures où on expérimente une pratique et où on pratique à domicile après la pratique qu'on a expérimentée à domicile, etc., de façon progressive. Et il y a des protocoles condensés, si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Et dans le début, on a des pratiques d'attention très focalisées, où on va apprendre à focaliser systématiquement son attention sur un objet.
la respiration, les sensations, les sons, peu importe. Le but, c'est pas de devenir des champions de la méditation et d'être capable de se concentrer pendant 1 heure sur son souffle. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et quand on va parler d'addiction, ça n'a mais strictement aucun intérêt. Mais l'objectif, c'est d'apprendre à observer quand l'attention s'égare. Et ça, j'ai envie de vous dire, dans la vie de tous les jours, on peut imaginer que le mental, c'est comme une mer agitée. D'accord? Donc vous êtes dans votre quotidien et vous avez plein de choses à gérer. Et imaginez, dans cette mer agitée, on va lancer un caillou, un galet, une pierre. Est-ce que vous allez voir les effets de la pierre dans l'eau? Non, on ne va rien voir du tout. D'accord? Donc pourquoi c'est un laboratoire d'expérimentation du soi? Même si le but, c'est pas d'être calme, on va quand même créer un contexte particulier, en se centrant sur son souffle, sur ses sensations. Et dans ce contexte-là, on crée ce lac calme. Pour moi. Donc on crée ce lac calme, et dans ce calme, vu qu'on n'a pas 10 choses à gérer là maintenant, on va pouvoir prendre conscience, quand on va lancer la pierre dans le lac, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la pierre qui descend, on va voir les bulles qui remontent, on va voir les circonvolutions, en fait on va voir tous les effets de la pierre dans le lac. C'est la même chose en pleine conscience. En focalisant son attention sur le souffle, quand il y a une pensée qui arrive, on observe la pensée comme la pierre dans le lac, on observe ce que la pensée produit comme émotion. Quand c'est un distracteur externe, comme un son, par exemple, on observe le son, on va avoir une pensée sur le son obligé. L'esprit ne cesse de penser, ça on verra, c'est comme la conscience, c'est son job, c'est de réfléchir, de faire des commentaires. D'accord? Donc il va faire des commentaires et on peut observer tout cela. Et quand on arrive vers la fin des 8 semaines, on va être capable d'ouvrir son attention. C'est-à-dire qu'on a eu une attention très focalisée, on a rééduqué quelque part son attention. Et quand on arrive vers les dernières séances, on va pouvoir avoir des pratiques de pleine conscience d'attention très ouvertes, où on ne va plus avoir un objet, mais on va pouvoir observer dans le champ de son mental tout ce qui survient, tout ce qui s'attarde. Là, j'ai une douleur dans le genou, je me dis, ouïe aïe aïe, peut-être que c'est mon problème de genou qui redémarre. Je ressens une émotion négative, l'instant d'après j'ai un son, etc. On va observer ce qui se passe moment après moment. Et ça va être une sacrée compétence qu'on va pouvoir utiliser dans le quotidien quand on est pris dans des cercles vicieux du stress. D'accord? Donc pleine conscience pure. Et les TCC, pourquoi les TCC? Il y a beaucoup de TCC. C'est des petites mises en situation et des exercices parce que il se passe des tas de choses dans la tête et dans le corps. Des émotions, des pensées, des réflexions, des idées, des commentaires, des jugements, etc., etc. Et tout n'est pas aussi important à repérer. On est quand même pragmatique et efficace, surtout dans le champ des dépressions et des addictions. Il y a certaines pensées types qu'il va bien falloir repérer particulièrement. Donc, ces fameuses pensées automatiques, mais pas seulement. On va voir, il y a des schémas, il y a des croyances aussi qu'il va falloir repérer, et qui risque de faire dériver la personne dans un processus de rechute. Petite parenthèse, c'est des protocoles de prévention de la rechute, on est d'accord, hein, c'est pas des protocoles quand on est au cœur ni de l'addiction ni de la dépression. Donc on va avoir les TCC justement pour discriminer ce qui est pertinent d'observer dans son mental et dans son corps. Et puis on va avoir un mixte entre des pratiques très formelles où on s'assoit, on médite. Je préfère le mot pleine conscience, pratique de pleine conscience. On s'assoit, on va être dans ce laboratoire d'expérimentation du soi. On va débriefer pour voir ce qui se passe pendant la pratique, en quoi ça peut être la même chose dans le quotidien. Il va y avoir des moments de débrief très importants. Et puis, on va avoir des pratiques informelles. Hein, si vous avez vu un des tenants de la pleine conscience, qui est Christophe André, il explique comment on se lave les dents en pleine conscience, on peut faire son lit en pleine conscience, on peut descendre ses poubelles en pleine conscience, etc. etc. En fait, l'idée, c'est pas que les gens apprennent des pratiques, c'est encore une fois, c'est pas de la relaxation. C'est pas qu'ils apprennent à se poser, méditer pendant 20 minutes, et puis après ils repartent comme en l'an 40 dans leur cercle vicieux du stress. L'idée, c'est qu'ils puissent implémenter dans le quotidien ce qu'ils ont appris. Donc pratiquer, avoir cette qualité de conscience à soi-même au cœur du quotidien. Donc on a des pratiques informelles et on a ensuite des pratiques très très courtes, des longues et des très très courtes, parce qu'on n'a pas tous le temps et que des fois, on va faire, moi la pratique courte, c'est ce qu'on appelle l'espace de respiration. En MBRP, Mindfulness, Base, Cognitive, Prevention,
relapse prevention, donc la prévention des rechutes addictives, ça va être l'espace de pleine conscience de 3 minutes, ça va être pour moi, c'est comme le temps mort en sport. Temps mort. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Dans quoi je suis pris? Et puis, après, je me pose et comment je peux réagir autrement. Je vous le fais en très bref. Donc voilà un peu comment sont construits les protocoles. Alors, je vous parle tout de suite de l'état de la recherche, ce n'est pas l'objet de l'atelier, c'est plus de vous expliquer un peu ce qu'est l'esprit de ces protocoles, mais quand même, je vais vous en parler un peu. Il y a une première revue systématique qui est sortie en 2017 et qui a montré beaucoup de faiblesses méthodologiques dans les études. Il y a une nouvelle parce que les substances étaient mélangées, parce qu'il n'y avait pas forcément de groupe de comparaison, etc., etc. Et là, il y a une revue qui est sortie en 2021 sur ce sujet, sur 13 études qui ont été publiées en anglais, en portugais, en espagnol, entre 2016 et 2020. 9 utilisaient le MBRP, donc Mindfulness Based Relapse Prevention, de 16 heures, et 4 autres avec une adaptation à la population visée, donc le MBRP qui était réduit en temps et en nombre de séances. Les échantillons entre 6 et 191, 4 ont concerné la consommation d'alcool exclusivement, 3 ont inclus la consommation d'alcool mais aussi les usagers de méthadone, 2 concernaient respectivement pour une les stimulants, pour l'autre les opioïdes, des échantillons hétérogènes pour 3 d'entre elles, et puis une n'a pas mentionné la substance en jeu. On a 10 études contrôlées randomisées, donc c'est pas mal, et 3 quasi-expérimentales sans groupe témoin, et seules 3 études, et c'est là-dessus qu'on va un tout petit peu plus détailler, seules 3 études ont comparé le MBRP sans co-intervention avec des groupes témoins, et en utilisant, qui utilisent les approches conventionnelles traditionnelles. Et donc, pourquoi alors, une première, Greenfin et al. En 2018, donc, qui a concerné donc, 286 participants, avec un suivi à 12 mois, avec le protocole de prévention de rechute habituelle en TCC. Ils ont voulu tester l'origine ethnique, c'est-à-dire en quoi l'origine, j'avais 2 groupes, en quoi l'origine ethnique peut présager d'une meilleure sensibilité au protocole. En fait, on s'en fiche, parce que ce que ça a montré, c'est que dans les 2 groupes, il y avait des différences significatives concernant la diminution de la fréquence d'utilisation. Donc ça, c'est quand même une donnée importante qui a mis en évidence cette étude qui demande évidemment à être confirmée. On a 2 autres qui sont intéressantes particulièrement, Zemestani Ottaviani, 74 participants, qui comparent le MBRP au treatment as usual, donc le process en 12 étapes, et qui ont inclus dans les critères une dépression comorbide, l'alcool et un suivi à 2 mois. Et on a donc des taux post-intervention significativement plus faibles de dépression, d'anxiété et de craving. Et là, je vous montre tout de suite la deuxième étude qui rejoint en fait les constats. Ross et al. 286, ne me demandez pas pourquoi c'est exactement pareil, parce qu'ils se sont mis d'accord, mais c'est comme ça. Qui compare 3 groupes contrôles, le MBRP, la prévention de la rechute et le treatment as usual. Et on a une population avec des symptômes affectifs concomitants, donc ça inclut au-delà de la dépression, avec une majorité de polytoxicomanie avec l'alcool, suivi à 12 mois, et ils ont constaté eux-mêmes l'efficacité du MBRP sur cette population. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'étude a testé l'impact du MBRP sur les mécanismes de coping pour faire face à un état d'humeur négatif. D'accord? Et ils ont testé particulièrement coping d'affrontement versus coping d'évitement. Ça augmente les copings d'approche, c'est-à-dire de faire face à la situation. Et ça réduit les copings d'évitement. Donc il y avait un effet sur cette variable et ils ont noté que c'était une variable intermédiaire qui agissait aussi sur une variable modératrice sur la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire qu'en réduisant, en augmentant les copings d'approche, en aidant les gens à mieux gérer leurs états émotionnels négatifs, bon, c'est pas un secret, hein, évidemment, ça avait un impact sur la fréquence d'utilisation, mais quand c'est testé, c'est quand même toujours bon. Donc voilà. Alors, les processus psychologiques, maintenant on va s'intéresser aux processus psychologiques qui sont visés par les protocoles de pleine conscience TCC. D'accord? Et là maintenant, plutôt que de vous faire un exposé théorique, parce que la pleine conscience c'est tout sauf théorique, comme je vous l'ai expliqué, c'est la démarche scientifique appliquée à soi-même.
on expérimente, on vit des pratiques, puis après, on observe ce qui se passe. Éventuellement, derrière, on en tire des conclusions. Mais c'est pas l'inverse, d'accord? On va essayer de ne pas présager de ce qui va se passer à l'avance. Là, on serait de très mauvais scientifiques, mais c'est ce que les gens font, d'accord? Et dans l'addiction, quand ils se disent « je ne pourrai jamais me concentrer si je ne fume pas » ou « je ne pourrai jamais être connecté aux autres si je ne bois pas d'alcool », etc., ils présagent déjà, ils font des prédictions, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils ne testent pas leurs prédictions, d'accord? Donc, la mindfulness, la pleine conscience et les TCC, ces protocoles-là, on va d'abord expérimenter, c'est la première chose, puis après on va voir ce qui se passe. Et donc, plutôt que de vous faire un exposé théorique, je vais vous faire une petite expérience, et puis on va voir ce qui se passe, et peut-être qu'on va en tirer des conclusions aussi, faire des parallèles avec comment ça peut nous aider avec les patients qui sont aux prises avec un trouble. Donc, parce que plus il y a ce que ces études montrent en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on va avoir des patients qui ont des comorbidités anxieuses ou dépressives, et plus ça va être intéressant. En gros, ça fait 2 en 1. Donc, je vais vous faire un petit exercice. Alors, déjà, certains l'ont peut-être fait. Alors, si ceux... Voilà, regardez. Là, comment vous appelez Kautar. Kautar a fait une prédiction. J'ai lu le livre de Jean Kabat-Zinn. Oui, j'imagine. Et comme Kautar a lu le livre de Kabat-Zinn, elle dit « Ah oui, je sais, c'est le raisin. Première prédiction. » C'est des dates. Ok, Kautar, désolé, c'est fait exprès. Je m'attendais à ça, d'accord? Donc, vous voyez comment on fonctionne. Là, déjà, vous allez avoir une idée. Vous allez vous dire qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'on va devoir manger, est-ce qu'on va etc. Qu'est-ce que c'est exactement, quel type de date c'est? Est-ce que c'est vraiment celle que j'aime bien ou c'est pas celle que j'aime bien, etc. Donc, on va noter évidemment toutes ces pensées, puis on va essayer du mieux qu'on peut, comme le bébé qui arrive au monde et qui a un état de pleine conscience spontanée, ou on va reprendre l'image de Kabat-Zinn du martien qui débarque sur la planète Terre ou du terrien, puisqu'on est des terriens qui débarquons sur une planète inconnue. Eh bien, arrivant sur une nouvelle planète, on doit se déterminer pour savoir ce qui va être comestible ou pas comestible. D'accord? On va devoir s'alimenter. Et donc, pour ça, on va devoir utiliser nos 5 sens. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Je pose mon micro. Donc, je vais distribuer. Je vais en fait passer par le bout et chacun va prendre. Je commence par la droite parce que ici on commence par la droite. On va manger. Nouvelle prédiction. Est-ce que ça va suffire? Pour l'instant, vous la gardez juste dans la main et vous la regardez même pas parce qu'on va essayer de, comme quand on est les copies au bac, vous savez, on retourne tous en même temps la copie. On commence en même temps. J'espère que je ne vous ai pas stressé avec cette comparaison. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va parce que j'ai pris le côté. On verra. Est-ce que quelqu'un, oui, il y a tout le monde, est-ce que quelqu'un peut passer derrière pour distribuer derrière? Super, comme ça, on ira plus vite. Un peu le temps. Ça y est? Ah, donc, je laisse la droite à mon collègue et moi je vais à gauche. Je me touche à la Ah oui, on fait ça, c'est oui. Alors quand tout le monde a son objet, en fait, non identifié évidemment, dans la main, j'ai des lingettes après. Là, ils se sont dit comment je vais faire, après il va falloir durer tout l'atelier. Il y a des prédictions, hein, il va falloir durer tout l'atelier, puis j'ai des lingettes. Bon, voilà. Non, regarde. On est servi à ceux qui veulent. Il n'y a aucune contrainte. Ça, c'est un préalable. Hein. Il n'y a aucune contrainte. La pleine contrainte, c'est le contraire de la contrainte. C'est j'expérimente et
et je vois ce qui se passe. C'est pas je me dis il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Alors, je vais le faire avec vous parce que dans l'idée, quand on fait la pleine conscience, eh bien, l'instructeur, il est comme les autres, il fait l'exercice aussi. Donc là maintenant, déjà je vous invite peut-être à ne pas le regarder, juste à accueillir cet objet dans la main, à voir le poids, peut-être la sensation de l'avoir dans la main, peut-être qu'il est froid, il est chaud, sa température, est-ce qu'il est lisse, rugueux, collant, je ne sais pas. On observe, déjà il y a peut-être des pensées qui vous viennent, hein, peut-être des prédictions sur comment est-ce que ça va être bon ou pas, en fonction du poids et de la texture. Ensuite, donc vous notez évidemment s'il y a des pensées. Hein. Ensuite, vous pouvez commencer à regarder, à l'explorer avec vos yeux. Le regarder, alors vous pouvez le laisser dans le creux de votre main, vous en saisir entre le pouce et l'index, le manipuler, le tourner. Et vraiment, le regarder comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel, comme si c'était la première fois que vos yeux rencontraient une telle chose. Donc avec grande curiosité, vous allez soigneusement le palper du regard, observer la transparence, les différentes couches, les endroits où se pose la lumière, les endroits plus sombres. Vous pouvez explorer sa texture entre les doigts. Observez toute pensée qui pourrait venir, tout commentaire. Rappelez-vous, votre conscience, elle est là pour fabriquer des pensées. Et donc, il va y avoir des commentaires. Et donc, vous pouvez les observer, ces commentaires. Et revenir tout simplement à la simple observation de cet objet, qui n'est ni bon, ni mauvais, ni il est ce qu'il est, tout simplement. Et donc, on l'observe. Et si vous vous dites, mais est-ce qu'on va pouvoir manger mais j'ai les doigts sales, et que vous ressentez une sorte de dégoût ou quelque chose, observez ça. On est en pleine conscience, on est là pour observer ce qui se passe. Vous pouvez maintenant l'amener à votre nez, et soigneusement, à chaque inspiration, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, et comme ça vous vous concentrez sur le sens de l'odorat. Observez le parfum qui le libère, ou ne libère pas, et là, encore des commentaires. Vous pouvez observer si la bouche commence à saliver alors que l'objet s'approche. Vous pouvez observer s'il y a une envie. Et s'il y a une envie, vous pouvez essayer de la quantifier sur une échelle de 0 à 10. À combien vous en avez envie. Et puis vous pouvez le regarder à nouveau. Voilà, on fait une petite pause. Là, vous allez pouvoir redéposer les dates dans la boîte. Stop, stop, stop. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui a dit la frustration? Qui c'est qui a dit oui? Qui c'est qui a dit frustration? Frustration! L'envie, elle monte à combien là quand il y a la frustration? Il y a hypersalivation. Ah ouais, au moment où tu vas au hospital de la frustration, évidemment l'envie, elle se décuple. Ouais. Ok, intéressant. Bon, on va continuer, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour vous faire expérimenter ça, on va en reparler après, d'accord? Donc, allez, on va pouvoir maintenant peut-être le déposer sur les lèvres. Et quand on est prêt, on peut, si on veut, lécher un peu avec la langue, comme ça du sucre. Et on va mordre dedans, mais après on ne va pas mâcher, d'accord? Donc on va mordre, on va croquer dedans. On observe bien la sensation de résistance de l'objet sous la dent. Bon, là, ça va être un peu difficile, mais je vais faire ce que je peux. Vous allez explorer la sensation d'avoir ce morceau, sans le mâcher, dans la bouche. Comment il est accueilli dans votre palais. Peut-être que ça salive déjà. Peut-être que sa texture vous semble spéciale. Observez le poids de cet objet dans la bouche, sa température, et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à mordre très consciencieusement dedans. Peut-être certains se disent, mais c'est cruel cette pratique-là, j'ai envie de le manger. Donc observez la pensée, et vous faites ce que vous voulez, je vous rappelle. Hein. Vous mâchez très consciencieusement dedans, notez toutes les sensations qui se libèrent, vous notez la résistance de l'objet sous les dents, son changement de texture, changement de température. Vous observez la façon dont la langue fait un mouvement de balayage de gauche à droite ou de droite à gauche, pour qu'il y en ait partout, tous les récepteurs. Et puis, essayez de détecter l'intention d'avaler au fur et à mesure qu'elle se forme dans la gorge de façon très très puissante. Essayez de l'expérimenter avant d'avaler vraiment, si vous pouvez. Il y en a qui ont déjà avalé, c'est pas grave. Et quand vous avalez, essayez d'observer, déjà vous sentez les différences de texture hein,
essayez d'observer ce qui se passe dans la gorge. Peut-être du plaisir, peut-être pas. Et toutes les sensations, la qualité, la richesse des sensations quand il est avalé et qui descend. Voilà. Vous constatez peut-être que votre estomac contient un morceau de date en plus. Et là, vous pouvez juste fermer les yeux quelques instants. À chaque expiration, notez le parfum qui se diffuse encore. Vous pouvez noter comment ce morceau de date est encore présent en vous, même si vous l'avez avalé. Peut-être certains sentiront une sensation de satiété, peut-être d'autres non. Peut-être j'ai envie de dire la satiété, mais c'est juste un petit morceau, comment je peux ressentir la satiété. Voilà un commentaire. Mais certains vont la ressentir. Observez comment elle est encore présente sous forme de goût, de petits fragments qui sont coincés entre les dents. Observez tout ça. Et puis vous pouvez ensuite rouvrir les yeux et vous pouvez quantifier votre envie là maintenant de continuer la dégustation sur une échelle de 0 à 10. Et si vous avez envie, vous allez continuer la dégustation à votre rythme. Si vous n'avez pas envie, si on n'a pas envie, vous levez la main. Je vais passer et vous allez pouvoir vous déposer. D'accord? Moi j'ai envie. Et donc vous continuez en pleine conscience. D'accord? Au maximum on essaye. Vraiment dans cet esprit d'être dans l'observation de la qualité, de la richesse des sensations. Des pensées si elles surviennent, des ressentis s'ils surviennent. Et vous continuez votre dégustation. Vous allez sentir le noyau là qui reste. Et explorer avec curiosité la texture du noyau, le faire rouler, observer les extrémités. Faire passer par niveau, vous allez pouvoir redéposer. Normalement, on peut faire cet exercice beaucoup plus lent, mais là, on a un facteur temps. On a un facteur temps. Donc, on va être habitué. Oui, je vais prendre voilà. Merci beaucoup. Alors, débrief. Commentaires. Tout le monde va peut-être pas pouvoir s'exprimer, mais on va essayer de noter la diversité des commentaires qu'il peut y avoir. Retour d'expérience, qui veut? Oui? Ma petite fille aime les dates. Et ça m'a rappelé ma petite fille que j'ai laissée. Donc, pendant que tu étais en train d'explorer la sensation, cet exercice sensoriel, hop, tu es parti, dans ton esprit est parti loin vers ta fille. Tu as d'autres pensées sur ta fille? Non, juste elle aime les dates. Ok. Oui, autre chose? On ralentit. Donc là, par exemple, oui. Donc en fait, qu'est-ce que tu as repéré comme sensation là? Typiquement, les sensations qui sont... Oui. Donc en fait, si j'entends, c'est plus de sensations. Ok. Oui, d'autres observations, commentaires? Oui. Je mange souvent des dates. Je mange souvent des dates, mais c'est la première fois que je mange ce type de date. C'est un peu différent que les dates que je mange. D'accord, donc ça, c'est maintenant que tu penses, ou pendant que tu étais en train de manger, tu te disais, tiens, cette date, elle est un petit peu différente des dates que je mange avant. C'est que les dates que je mange d'habitude. Et ton esprit a dit qu'elles étaient meilleures ou moins bonnes? Elle est un peu sucrée que les dates que je mange. Donc c'était positif ou négatif? Positif. Positif. Donc,
D'accord? C'est des pensées on va les appeler les pensées de jugement. On juge cette date et on la compare à d'autres pensées, à d'autres dates qu'on a pu manger. Et en général, il va y avoir un résultat de l'équation. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça va être soit positif, soit négatif. C'est ce que l'esprit fait. Il a toujours tendance à comparer. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui? La texture pâteuse m'a fait rappeler le goût d'un gâteau traditionnel oriental qu'on préparait en général à l'Eid. Et ça m'a fait revivre quelques émotions religieuses. Donc il y a eu des émotions. Voilà, en liaison avec Positive. la famille. Sawraha. Donc, qu'est-ce que tu me disais au début? La texture pâteuse. Donc en fait, cette date-là, ça a enrichi ton expérience de la date. C'est pas seulement une date, tu as découvert un aspect de la date que tu n'avais jamais, tu as pu voir, ça pouvait te renvoyer à plein d'autres choses. Ça a enrichi ton expérience de la date. Oui, mais déjà parce que en général, le gâteau il est à base de pâte de date. Ça, c'est ce que tu t'es dit. Oui. C'est normal, c'est parce que le gâteau est à base. Voilà une pensée d'analyse, très bien. Mais déjà, les pensées ont fait le lien et les sensations se sont connectées. Donc, oui, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui. Alors, au fond, et après, monsieur. Que là, dès que je vois les dates, ça me rappelle une certaine nostalgie. Certaine nostalgie avec notre pratique. Qui faisons des prédictions et qui prenons nos prédictions pour la réalité sans prendre le temps de les tester. Et donc, évidemment, pleine conscience, on va expérimenter, du coup, plutôt que préjuger, qui est cette fameuse fonction prédictive de la mémoire. Vous savez, quand on fait des pratiques de pleine conscience, il suffit que notre esprit soit parti vagabonder tout le temps pendant la première pratique pour que la deuxième pratique, on se dise « Ah, ça y est, encore on va faire cet exercice, je vais encore partir vagabonder ». On ne fait que ça, c'est-à-dire préjuger sur la base de ce qu'on a vécu antérieurement. Et donc là, l'idée, c'est de dire bah, « Attends, voilà la pensée, je veux observer ce qui se passe moment après moment ». Donc vous voyez, là j'ai mis les fausses croyances, on rejoint vraiment les fausses croyances dans l'addiction, d'accord? Et là on va inciter nos patients à tester leurs prédictions. Et j'essaye, si je consomme pas ou je consomme moins quand je suis en société, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment je suis moins fun ou je suis pas moins fun? On va travailler là-dessus avec eux. On le fait déjà en TCC, on va reprendre ces parallèles dans les protocoles de TCC pleine conscience. Je ne vais pas réussir à me concentrer si je ne consomme pas, consommer va me rendre plus fun, etc. Vous en avez beaucoup. On va avoir les principes actifs qui sont centrés alors sur certains schémas de pensée qui favorisent la chute. Et là, typiquement, on est dans le poids des règles verbales intériorisées, les injonctions qu'on se met à soi-même. Là, c'est ce qui s'est passé pour certains. Il y a eu j'ai envie de manger vite, mais je dois ralentir parce que je dois faire l'exercice bien. D'accord? Quand on va faire des ateliers de pleine conscience, on va avoir que ça. Et on a beau dire aux gens, non, c'est normal de se déconcentrer. La conscience, c'est un champ électromagnétique, dit Kabat-Zinn, qui va capter tout ce qui se passe en nous et à l'extérieur. Mais malgré tout, on va quand même avoir, jusqu'à la moitié des protocoles, des gens qui nous disent « Oh, c'était difficile de se concentrer ». Des fois, ça fait un petit peu, pour l'instructeur, ce sent un peu impuissant, mais on sait que ça va passer. Ça veut dire que quand on fait le débrief, alors si vous dites que c'était difficile, c'est-à-dire que vous avez dû faire un effort. Vous avez essayé de lutter contre ce phénomène. Donc vous êtes mis l'injonction de je ne dois pas me déconcentrer. On va faire apparaître les injonctions qu'on se met à soi-même. Je ne dois pas bouger pendant ma pratique. Par exemple, je dois rester immobile. Que des choses qu'on se dit et c'est pas ça la pleine conscience. Donc vous voyez, la personne va se dire je ne dois pas me déconcentrer. Et puis après, quand on lui dit que non, c'est pas ça la pleine conscience, évidemment que j'aurai des pensées, elle va rajouter, quand elle se déconcentre, elle dit je me suis déconcentrée, elle va se dire non, je ne dois pas avoir cette pensée, que je ne dois pas me déconcentrer. Puis après, elle dit mais ça encore c'est une pensée, mais je suis encore en train de penser, donc je devrais accepter mes pensées.
C'est des perles qu'on ajoute à un collier. Et on fait le collier de perles dans la totalité, mais le but, c'est qu'on s'arrête un petit peu au milieu. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut faire juste je respire en fait. Il n'y a pas besoin de lutter contre un phénomène pour l'empêcher. Au contraire, la lutte amène à l'aggravation. D'accord? Juste je respire et c'est fini. Et ça, quand on découvre ça, on se libère en fait de schémas d'injonction qui ne fonctionnent pas. Et Dieu sait que chez les patients addicts, ils passent la moitié de leur journée à se dire aujourd'hui, je ne dois pas me consommer, je dois faire attention, même si j'ai dérapé, je n'aurais pas dû, ce n'est pas bien. Et évidemment, plus de fois dans leur journée, ils se répètent qu'ils ne doivent pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai dit on va reposer la date? C'est comme si moi je vous interdisais. Donc frustration et du coup, augmentation de l'envie. Bah, c'est la même chose. Voilà, donc c'est la même chose avec les injonctions qu'on s'applique à soi-même. En fait, c'est l'autorité intériorisée. Plus de fois on se dit je ne dois pas, plus on augmente sa frustration et donc ça vous connaissez. Et donc ça, on expérimente ça beaucoup en pleine conscience. On a aussi les schémas d'intolérance à la frustration. J'en ai envie, il me le faut absolument, etc., etc. Bon, la dernière, c'est une pensée permissive qui est liée à une interdiction, d'accord? J'ai pas fumé toute la matinée, j'ai bien le droit à une cigarette. Là, c'est pas bien le droit, donc on imagine que dans leur esprit, c'est qu'ils n'ont pas le droit. Donc il y a une injonction derrière, d'accord? Et puis, ça va au-delà. Pour moi, ça attaque aussi les schémas existentiels d'identification à la substance, parce que quand on pratique les protocoles de thérapie cognitive basés sur la pleine conscience, eh bien, on commence à apprendre qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas forcément nos émotions. On peut choisir les pensées auxquelles on veut adhérer et celles qu'on préfère laisser de côté. Et donc, on se désidentifie. Ça pose des questions presque existentielles à certaines personnes qui se disent « Mais si je ne suis pas mes pensées, je suis quoi? Je suis qui ?» Exact. Et ça, c'est vraiment un apprentissage de se libérer de certaines identifications qu'on va faire, étiquetage, on va dire. Et j'existe au-delà de mes pensées, je suis une conscience, une intention, j'aime bien le mot, le nafs en arabe. Donc ça peut permettre ça aussi. Et dans l'addiction, on peut avoir du coup une prise de distance avec cette identification à la substance. Je suis fumeur, je le serai toujours, je ne peux pas vivre sans cigarette. Principe actif centré sur les émotions maintenant. Comment supprimer? Allez, question-réponse. Comment supprimer rapidement, efficacement, très rapidement, une émotion ou une impulsion? Savoir d'où il vient, comprendre. Alors, savoir d'où ils viennent, c'est dangereux, parce que si on commence à essayer de se dire pourquoi j'ai cette émotion, est-ce que c'est dû à ci et ça, ça peut amener aux ruminations dans la dépression. Mais parfois, ça peut ramener à la résolution. Si on trouve, Oui, bien sûr. c'est magique si on trouve. Et le problème, c'est que les gens, ils trouvent rarement pourquoi ils ont cette émotion. Ça, c'est peut-être la psychothérapie qui va être très utile pour ça. La résolution du problème. Voilà. La résolution du problème, oui, mais j'ai dit rapidement. Rapidement, très rapidement. Ça prend du temps, hein. L'accélérer. Faire une pause, respirer. L'accepter, respirer. Non, il y a encore plus rapide que ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Je la répète pas dans sa tête. L'éliminer. C'est autre chose. Oui, oui, la lutte marche, mais moins. Il y a quelque chose qui marche encore mieux. Ça dépend si c'est nécessaire. Diversion. Diversion. L'accueillir. L'accepter. Super bien, écoutez. Comment supprimer une envie de boire? Comment supprimer une envie de boire? On boit. Ok. C'est simple, mais il fallait... Ah oui. Donc, soit on y cède, d'accord? Et les émotions aussi, ça marche pas mal pour certains patients. Consommer, ça va éliminer une émotion très rapidement. Donc là, si on veut être aussi efficace que la substance, on va avoir du mal, d'accord? Évidemment, l'idée est lutter contre ou éviter. Ça va marcher très momentanément. Ça peut marcher un court temps. Mais évidemment, l'émotion, l'impulsion risque de revenir encore plus fort derrière. Ok? Ah, évidemment, on va essayer, on est dans un circuit court de gestion. D'accord? C'est tout de suite, il faut tout de suite que je me débarrasse. On est dans une réactivité très très forte à l'envie ou à l'émotion. Évidemment, on va essayer d'y substituer un circuit long. Et ce circuit long, ça veut dire, j'ai une émotion, de quoi j'ai besoin. D'accord? Plus que pourquoi. Pourquoi
c'est intéressant, mais ça peut être dangereux. Mais sur le moment, moi je dis aux gens, il y a un incendie. On se posera la question pourquoi il y a un incendie qui s'est déclenché dans cette maison, d'où il est parti, pourquoi, pour pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais quand un incendie est déclaré, on l'éteint d'abord. Après, on va se poser les questions. Donc déjà, répondre aux besoins fondamentaux sous-jacents à l'émotion. Une émotion, elle est là parce qu'il y a un besoin. Donc apprendre à détecter qu'est-ce que je pourrais faire pour moi dans ce moment difficile qui me fasse me sentir mieux, c'est ce qu'on appelle les activités alternatives en TCC. On est d'accord? Mais ça, c'est un circuit long. Vous voyez tout l'enjeu et la difficulté, parce que les gens, ils veulent se débarrasser rapidement. Donc, en fait, l'idée, quand on fait des pratiques en pleine conscience, c'est qu'on va vraiment, spécifiquement, accueillir des émotions. En addictologie, on accueille le craving. On a dans le MBRP des sessions où on va déclencher des états émotionnels négatifs qui pourraient déclencher une envie de consommer pour pouvoir s'y exposer. Donc on va vraiment avoir ces stratégies qu'on utilise aussi en TCC, mais qu'on va inclure et qui font partie intégrante des protocoles MBRP. Donc accueillir plutôt que renforcer et renforcer sa tolérance aux émotions, d'accord, créer cet espace, comme disait Frankl, between stimulus and response, there is a space. On va élargir l'espace. Et puis, on va expérimenter l'impermanence de certains de ces états mentaux tels que les émotions, comme notre collègue qui s'est dit « Oh là là, ça va être désagréable », et puis finalement, elle a quand même testé, elle a vu que c'est ce qu'on appelle l'impermanence des choses. On ne vit pas forcément ce qu'on a imaginé, et puis l'émotion peut passer, comme l'impulsion. Et on va enfin substituer aux émotions de condamnation et de culpabilité des sentiments de compassion envers soi-même. Donc ça, c'est des éléments importants des protocoles. Dans le MBRP, les auteurs parlent de méditation de bienveillance envers soi-même et le monde. Moi, je vous le dis, parce que chacun peut avoir aussi sa personnalité et puis sa pensée. Autant ce protocole, je le trouve vraiment très bien, autant je ne pourrais pas, moi, faire pratiquer cette méditation de la bienveillance inconditionnelle envers le monde, parce qu'on a des patients qui ont été abusés, on a des patients qui ont été agressés, qui le sont encore quotidiennement. Et évidemment, ça semble couler de source qu'on ne va pas leur demander d'appliquer la bienveillance à l'ensemble de l'humanité, notamment les personnes qui leur ont fait du mal. Ça ne se passe pas comme ça en psychothérapie, hein. On ne passe pas à la case pardon avant d'avoir travaillé sur la colère. Donc moi je préfère parler de compassion envers soi-même. Je vois beaucoup plus le lien d'ailleurs avec l'addiction, parce que là on peut avoir du mal à voir le lien, comment appliquer la bienveillance au monde va m'aider à lutter contre mon addiction. Par contre la compassion, c'est exactement l'inverse de la culpabilité. Donc compatir avec soi-même, et le clinicien est la première personne qui, parfois pour certains patients, dont l'entourage ne fait que les blâmer, le praticien est le premier qui va amener une compassion. On va les aider à développer un peu de la compassion envers eux-mêmes plutôt que de la condamnation, et ça va aider, puisque la culpabilité fait que quand on se sent très coupable, qu'est-ce qui va se passer? Je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai jamais, foutu pour foutu. Pensée permissive, retour à la case départ. Principe centré sur les comportements. Ok. Donc là, on a évidemment Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre, ce qui est très bien quand on est dans des situations qui menacent notre survie. D'accord, c'est bien de réagir instantanément. Mais quand il va s'agir des addictions, bah, évidemment, si on veut, comme on l'a vu, si on veut éliminer très rapidement, bah, on va être dans des stratégies de consommation. Donc l'idée, c'est d'apprendre à répondre à ses besoins plutôt qu'à réagir impulsivement. Et donc, on va substituer au circuit court, ça j'ai vu, de suppression de l'émotion, un circuit long de réponse aux besoins fondamentaux. Donc, on a vraiment des sessions où on va identifier une émotion et on va identifier le besoin qui peut être en dessous, pour apprendre aux personnes à identifier leurs besoins et à y répondre, en gros. Et puis, enfin, éliminer au maximum les facteurs de stress. Je regarde le temps. Comme ça, j'ai encore un peu. Donc, éliminer les facteurs de stress, on va avoir, comme dans le MBCT, ça reprend dans la logique, une session où on va, par exemple, discuter d'une journée type, lister sa journée type chez les patients, et puis mettre un E devant les activités épuisantes qui diminuent leur niveau d'énergie, qui les stressent, et puis un N devant les activités nourrissantes qui augmentent leur capacité à être présents à eux-mêmes,
à avoir de l'énergie, etc. Puis ensuite, on va les mettre en binôme ou à 3, en petits groupes, et on va leur demander comment je pourrais faire en sorte, c'est des TCC, hein, on intègre vraiment, là on est sur du comportemental. Donc comment je pourrais faire en sorte qu'il y ait le moins possible de E et le plus de N possible, et si je ne peux pas éliminer les activités épuisantes, comment je pourrais les faire différemment. Et en général, on va voir que si on introduit de la pleine conscience dans son quotidien, il y a des expériences qu'on va vivre complètement différemment de ce qu'on peut faire habituellement. Je vous donne un exemple. Non, je vous le donnerai après. Réenchanter le monde. Allez, on y va. Réenchanter le monde, vivre des expériences en pleine conscience, change l'expérience. Là, vous l'avez vu. D'accord? On a découvert la date sous un angle qu'on n'avait jamais vu. D'accord? Quand bien même on a mangé des centaines de dates, des milliers de dates dans sa vie, en fait, cette date-là, elle est plus importante que les autres. Donc ça change l'expérience qu'on a des choses. Ça, c'est une chose. Et vivre des expériences enrichit notre expérience. Beaucoup plus de sensations. D'accord? Beaucoup plus de perception de sensations. Là, je vous donne une anecdote personnelle. Quand j'ai fait le protocole MBCT, parce que pour instruire des programmes, il faut d'abord l'avoir vécu pour soi-même. Et moi, j'étais en France, à Paris, et je sors d'une séance, la pluie. Bon, au Maroc, quand il pleut, maintenant, quand il pleut, la gratitude, la joie, on pense à la terre qui va renaître, on pense à tous ces gens qui vivent de la terre et qui sont les pauvres. Moi surtout que je suis à Souara, donc il y a les chèvres n'ont rien à manger, elles montent sur les arganies, il n'y a plus rien dans... Bon. Donc je suis contente, mais il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit à Paris, et quand la pluie arrive, c'est... Encore. J'en ai marre. Ça va jamais s'arrêter. Parce que comme on fait des prédictions, évidemment on ne va pas se priver. Ça va jamais s'arrêter. Bon. Et là, je sortais de ma séance. Alors, c'était l'occasion rêvée, évidemment. Je me suis dit, tiens, voilà les pensées automatiques, voilà les prédictions, voilà l'émotion. Et ben, je vais regarder la pluie. Alors, je me suis mis dans ma voiture, et puis, vous savez, avant que la pluie soit trop importante, là, ça devient tout flou, ce qui est intéressant à observer. Mais avant ça, on a plein de petites gouttes sur le pare-brise. J'ai plein qui l'ont déjà testé, c'est bien, ça, c'est des esprits de pleine conscience. Et là, vous voyez qu'il y a le monde entier qui se reflète dans chaque goutte d'eau. Mais est-ce qu'on a regardé un jour? Ça faisait des années que je prenais ma voiture qui avait la pluie, j'ai jamais vu ça. Donc je suis restée comme ça à regarder les gouttes. Les gens qui passaient ont dû se dire elle a fumé ou elle a consommé quelque chose. C'est quand même l'ironie du sort. Mais c'est vraiment pour insister sur cet aspect. C'est-à-dire que, bah oui, ça enrichit l'expérience, ça réenchante le monde, et il y a moins d'effets secondaires quand même que de consommer des substances. Donc ça ne va pas remplacer complètement la consommation de substances, ne nous l'aurons pas. Mais au-delà de sevrer quelqu'un et de lui enlever quelque chose, on va l'initier à une autre façon de voir les choses. D'accord? Donc on va enrichir son monde. Bon, voilà, comme le monsieur a dit, il y en a, ils peuvent l'utiliser mal, d'accord? Ou pas. Bon, mais tout dépend de l'objectif. Est-ce que c'est un objectif de réduction de consommation ou d'arrêt de la consommation? Ça, c'était pour la blague. Pratiquer la pleine conscience, c'est aussi accorder plus d'attention aux aspects positifs de notre vie. Là où notre système de survie, fight or flight, amène à focaliser l'attention sur ce qui ne va pas, dans le but de le résoudre. Et donc, comme on l'a vu, là, on l'a mentionné quand on a fait l'exercice de la date, bah, ça permet de prendre, de tirer le bénéfice maximum aussi des bons moments et de cultiver. Je trouve qu'il y a un mot ici en marocain qui est quand même génial, qui peut se traduire par complétude, mais je trouve que c'est pas complètement ça, c'est le qana'a. D'accord? Et vraiment, ça permet de développer le qana'a, cette capacité de se satisfaire de ce qui est là, en fait. Qui pour moi, c'est vraiment, ce serait la définition, si on devait le définir, pour moi, ce serait une très bonne définition de la pleine conscience. Donc, voilà un petit peu ce que ça permet de faire, et ça permet de passer d'une logique de résolution à une logique de décentration. D'accord? On a les mêmes ingrédients que la TCC, mais la logique est complètement différente.
Parce qu'en TCC, on va agir sur les pensées dans le but de changer ces pensées. On va agir sur ces émotions dans le but de changer ces émotions. C'est juste le but qui est un petit peu différent. Les outils ne sont pas fondamentalement différents. On va essayer de supprimer les comportements problèmes. Et quand bien même on pratique l'entretien socratique, on essaye de faire la balance décisionnelle, de ne pas faire de l'ingérence, d'essayer les gens de développer leur propre motivation, ça peut encore être perçu comme une démarche visant à leur faire arrêter la consommation. Et ça peut augmenter la résistance. Là où, en fait, dans les protocoles de pleine conscience, on va avoir l'observation des pensées sans s'y accrocher, on va être dans une logique différente. L'accueil des émotions sans y réagir, observer les tendances comportementales sans forcément les agir, et choisir en conscience plutôt que réagir. Donc il y a cette notion de liberté de choix. Et évidemment, accepter des situations sur lesquelles nous n'avons pas de prise plutôt que de lutter. Puis-je avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer? Ça, c'est un programme en 12 étapes, mais pour moi, c'est le cœur des protocoles de pleine conscience, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. D'accord? Ça, par exemple, j'ai une patiente dernièrement cocaïnomane qui est venue s'installer à Essaouira et qui, à chaque fois qu'elle retourne en Belgique, rechute. Donc, elle a trouvé d'autres solutions que de venir s'installer à Essaouira. Et la dernière fois qu'elle est retournée en Belgique pour voir son fils, elle m'a dit, là déjà je commence à stresser et je suis déjà en train de chercher comment je vais me procurer le produit quand je vais arriver là-bas. Je lui demande, mais les dernières fois où vous avez réussi à maîtriser un peu votre consommation? Non, non, pas du tout. C'était la catastrophe. J'ai consommé. Et là, c'est quoi votre objectif? Je ne dois pas consommer. Je lui ai dit, écoutez, là, on peut refaire la même chose. Je lui ai dit, si vous avez consommé tous les jours là-bas, peut-être, dites-vous, je pourrais peut-être consommer 1 ou 2 fois. Programmez-le même. Programmez que vous allez consommer. Alors, ça peut paraître facile, mais je vous promets que ça a tout changé. Alors, elle est sortie de la consultation, elle était heureuse. Et elle me dit, là, je ne suis plus en train de m'inquiéter et de me dire comment je vais avoir le produit. Parce qu'elle est dans le contrôle. Vous lui redonnez le contrôle. C'est elle qui décide est-ce qu'elle va consommer ou non. Exactement. Parce qu'en fait, elle s'interdit, mais vous lui avez redonné le contrôle. C'est vous qui contrôlez. Qui choisissez. Voilà, vous allez dire, je vais consommer 3 fois pendant une semaine. Et peut-être qu'elle n'en consommera qu'une fois, ou peut-être pas du tout. Exactement. Et puis, elle n'était plus dans l'interdiction. Il y avait l'interdiction, il y avait la peur de se laisser submerger par l'envie. Donc, ce qui l'amenait déjà à prévoir comment elle allait y céder. Donc, alors, évidemment, elle n'a pas participé au protocole MBRP, parce que je n'instruis pas à faute de population clinique. Mais là, je suis ouverte. S'il y a des personnes qui veulent mettre en place, vraiment, je fais un appel, là, c'est faisable, mais je le fais en cabinet, et j'ai envie de vous dire, on va voir que quand on est soi-même formé à la pleine conscience en tant que praticien, ça change quand même un peu l'approche qu'on va avoir avec certains patients, et ça c'est un élément aussi assez important. Du coup, je regarde un quart d'heure. Bon. Donc, sur quoi est axé typiquement le modèle de la dépression, modèle de l'addiction selon la 3e vague? On voit que les protocoles reprennent première, 2e vague, comportementale, cognitive, en introduisant une 3e vague. Donc, je vais mettre le focus sur cette 3e vague parce que les 2 premières, on les connaît plus ou moins. Dans le cas de la dépression, on a une difficulté, un échec, par exemple. On va avoir des schémas dépressogènes. Alors, je vous en ai mis un. Si je veux être digne de valeur, je n'ai pas le droit d'échouer. Évidemment, si on a ce schéma-là, en cas d'échec, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, je suis nulle, ma valeur dépend de mes performances, je n'y arriverai jamais. On va avoir un sentiment d'échec et de culpabilité, voire de désespoir. Et puis, qu'est-ce que vont faire les personnes? Elles vont essayer de lutter contre leurs pensées et leurs émotions par de nouvelles pensées. D'accord? Je ne devrais pas me sentir comme ça, lutte. Pourquoi je me sens mal comme ça? On va comparer, vous voyez les comparaisons comme on a eu là. On va comparer comment je me sens par rapport à comment je devrais me sentir ou comment je me sentais hier. Évidemment, cette comparaison va être en défaveur. Donc, on va commencer à rentrer dans une tentative de lutte. Et est-ce que c'est parce que j'ai jamais été capable de tenir ma résolution ou je ne sais quoi, ou c'est parce que quand j'étais petit, j'étais maltraitée et pourquoi ça m'est arrivé à moi? Et
Et ça, c'est les perles qu'on enfile au collier, ça s'appelle les ruminations. Essayer de lutter contre des pensées, des émotions par de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, eh bien, amène à une nouvelle dégradation d'humeur qui va évidemment renforcer le problème. Eh bien, dans l'addiction, modèle de troisième vague, on va avoir des stimuli internes, des émotions, une émotion d'ennui, une émotion de stress, etc., peut amener à consommer des pensées intrusives. Juste l'idée, tiens, j'ai envie de boire. Et la personne se dit, si je ne cède pas, je vais avoir cette pensée qui va être là toute la journée. D'accord ? Des stimuli externes, sollicitation les sollicitations des autres au contexte. Je passe devant le bar, etc., devant mon dealer. Les pensées, bon, alors les croyances vont essentiellement être des attentes positives concernant la consommation. Ça va m'aider à me sentir mieux, renforcer mon sentiment de connexion aux autres, mieux me concentrer, etc., être plus fun, être plus créatif pour certaines personnes. Me calmer. Les pensées, il me faut, c'est des pensées qui sont orientées, donc on est à la première, deuxième vague, orientées vers la prise de produit, comment je pourrais me procurer, je vais prendre un petit verre, j'en ai besoin pour me calmer. Évidemment, il va y avoir le trading, et là, lutte, non, je ne dois pas. D'accord ? Et ça, c'est tellement solidement ancré chez les patients. Je ne dois pas, c'est pas bien, il faut que je résiste. Évidemment, quand ils vont être là-dedans, comme quand je vous ai privé de la date, il va y avoir une augmentation de la frustration, une apparition de pensées permissives. Après tout, on a bien le droit. C'est la réponse à j'ai pas le droit. D'accord ? Allez juste une fois, et puis évidemment, on a une probabilité de substance augmentée. Donc, la tentative de résoudre le problème par la lutte renforce le problème. Donc, c'est un petit peu l'objet des troisièmes vagues de TCC. Hop. Voilà. Donc, on est dans une logique de traitement qui est basée sur, vous l'aurez compris, l'acceptation plutôt que la lutte. Les ingrédients sont en grande partie les mêmes que dans la TCC classique, mais l'intention est différente. Dans les addictions, évidemment, le praticien doit toujours veiller à ne pas augmenter la résistance en prenant le parti du changement. Il marche sur un fil. Ça, c'est l'entretien motivationnel Miller et Rollnick. Mais je ne sais pas si vous avez lu Miller et Rollnick ? Qui arrive à mettre en place les techniques de l'entretien motivationnel ? C'est difficile, et on peut avec beaucoup d'entraînement, on va dire. Mais c'est difficile. Et c'est vraiment un ouvrage exceptionnel, truffé de bonnes informations. Sauf que les gens, parfois, perçoivent qu'on prend le parti du changement et que ça peut être de la manipulation. C'est-à-dire qu'on utilise les techniques de l'entretien motivationnel pour, in fine, les amener à ne pas consommer. Et si les gens le sentent, c'est foutu. Okay ? Donc, effectivement, c'est un biais, un risque. Les approches basées sur la pleine conscience, en insistant seulement sur la conscience, la capacité de choix, l'acceptation et la compassion, évitent cet écueil. Le format du programme, ce que je viens de faire, expérimenter et puis tirer des conclusions de l'expérience plutôt que de donner des enseignements théoriques sur ce qu'il faudrait faire. Eh ben, ça soutient complètement cette logique, d'accord, dans la forme que vont prendre les ateliers. Et l'instructeur est un participant comme les autres qui les aide à explorer leur expérience intérieure et extérieure. C'est un accompagnateur, un facilitateur, mais ce n'est pas un expert qui délivre un savoir sur un mode vertical. Vous avez sans doute tous ce problème-là, surtout quand on est médecin, et malgré vous, puisqu'on est dans un rôle, un étiquetage que font d'eux-mêmes les patients, qui vont cacher, dissimuler parfois des informations s'ils s'attendent à être sanctionnés, tout simplement. Donc là, on évite cet écueil aussi. On se met au même niveau, on pratique comme eux. Les pratiques, on les fait comme moi, j'ai fait la date avec vous, on fait les pratiques avec. Et pour les professionnels, pratiquer, instruire les protocoles de pleine conscience, pour moi, ça permet de développer des compétences cognitives et émotionnelles qui sous-tendent les bonnes pratiques de l'entretien motivationnel, telles qu'elles ont été décrites par Miller et Rollnick. Et là, je vous cite une étude que je trouve très importante, qui montre en fait l'impact de la pleine conscience sur l'efficacité du travail des thérapeutes. D'accord ? Et ça, c'était une étude qui est sortie en 2017, une étude contrôlée. Et je peux que vous inciter. Moi, en tant que professionnel, je ne pratique plus de la même manière, même en individuel, en ayant pratiqué les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience pour moi-même. En fait, ça change l'approche complètement.
Donc, le protocole MBRP, je passe parce que ça va faire trop long. D'accord? On a vraiment des séances, c'est structuré, hein, comme le MBCT. On a d'abord, on explore ce mode de pilotage automatique comme on l'a fait avec la date. Observer sur un simple exercice simple d'observation. Comment l'esprit part, crée des pensées, comment il se passe des émotions. En fait, sur un exercice très simple, on commence déjà à planter le décor et à sortir de ce mode de pilotage automatique et à l'observer. Ensuite, séance 2, on a une conscience on introduit une conscience des déclencheurs des forces d'envie. On va mettre les gens en situation de déclencher des émotions et des envies pour les faire observer. Ensuite, on va voir comment j'intègre ce qui a été appris dans mon quotidien. Ensuite, évidemment, tout n'est pas aussi... des fois, les thèmes se regroupent. Hein. Ensuite, on va explorer la pleine conscience dans les situations à haut risque qu'on va identifier. Vous voyez, on fait quand même ce qui est fait dans les programmes de prévention des rechutes traditionnelles. On va travailler plus l'acceptation et les comportements efficaces, c'est-à-dire répondre à son besoin plutôt que de vouloir supprimer l'émotion, voir les pensées en tant que pensée. La séance 7, elle rejoint le MBCT. On va apprendre à voir comment je peux prendre soin de moi dans les moments difficiles et avoir un mode de vie où il y a moins de cercle vicieux du stress, sachant que quand les gens ils sont toujours dans du stress, ils sont en mode de pilotage automatique dans la roue là, et puis ils sont plus susceptibles de rechuter parce qu'ils tombent dans l'inconscience. Pour pouvoir être conscient de ce qui se passe, il faut prendre des moments dans sa journée pour pouvoir faire des pauses. Sinon, on est en mode fight or flight. Et puis ensuite, comment je vais poursuivre à l'issue des 8 semaines, comment je poursuis la pratique et comment je peux trouver du soutien social. Ça, c'est un petit peu les 8 séances assez rapidement. Certains outils, là je reviens, on a vraiment des outils, au début de chaque séance par exemple, on a un moment d'accueil. Qu'est-ce qui se passe là? Sur quoi était ma conscience? Pour amener cette prise de conscience. Est-ce que j'étais en train de me dire que j'avais faim? J'avais un creux dans l'estomac? Est-ce qu'il y avait un son qui a attiré mon attention? Est-ce qu'il y a eu un jugement sur le son? Où j'étais? Donc on va avoir des moments là où, in vivo, on essaye de pratiquer ça. On va avoir des exercices qui consistent à surfer sur la vague des envies, par exemple. On va amener les gens à discuter d'un problème au quotidien qui crée des émotions négatives qui pourraient les favoriser la rechute. Et on les met en binôme, on les fait discuter de ce problème. Vous imaginez bien qu'au bout de 10 minutes, à discuter de leur problème, ils commencent à être sérieusement activés, hein, ces gens-là. Et bien là, à ce moment-là, on va faire stop. Qu'est-ce qui se passe? Et on va appliquer la pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pensées, les sensations? Ouais. Et on va pratiquer ce qu'on appelle l'espace de respiration, qui en MBRP s'appelle Sober. Sober pour stop, observe, breath, expand. J'ai pas le temps d'expliquer tous ces mécanismes intentionnels, mais ça va dans un autre atelier. Et puis, comment je peux répondre de façon réfléchie plutôt que de réagir. Ok, donc on va vraiment voir, c'est ce que je vais vous expliquer comment ça va prendre forme dans le concret. Et il y a d'autres choses, mais je n'aurai pas le temps. Voilà. Merci pour votre attention. Il reste 5 minutes, c'est ça? Oui. Désolée de respecter le temps. Alors, merci beaucoup, Madame Marion, pour cette expérience et pour cette présentation enrichissante sur la pleine de conscience. Vous avez apporté des perspectives vraiment très très importantes. Et donc, sans trop tarder, je passe maintenant la parole à l'assistante si vous avez des questions ou bien des réflexions à partager avec vous. Merci madame pour cette présentation. Ma question est dans quelle étape de la prise en charge d'un patient actif on peut pratiquer cette pleine conscience? Alors c'est après le sevrage. Hein. Non, parce que souvent on voit des patients souvent on voit des patients avec des comorbidités dépressives, anxieuses ou autres. Oui. Est-ce qu'on fait de tout en même temps ou bien dans quel ordre? Déjà, il faut que la personne ne soit pas dans un trouble aigu. Que ce soit MBCT, MBRP, il ne faut pas qu'elle soit dans un trouble aigu. C'est-à-dire qu'une personne en dépression, on ne va pas lui faire la pleine conscience. Quelqu'un qui est dans l'eau, on le sort de l'eau,
et après on lui apprend à nager. Mais on ne lui apprend pas à nager quand il est en train de se noyer. D'accord? Dans l'idée. Donc en fait, c'est des protocoles qu'on va faire une fois que le patient, s'il est en addiction sévère, voilà, c'est vraiment en prévention de rechute. Mais il y a certains patients, c'est-à-dire que les critères d'inclusion dans ces groupes ne sont pas l'abstinence, comme dans le process en 12 étapes. Donc il se peut que dans les groupes, on inclut des patients qui ont un problème, qui sont dans l'addiction. Évidemment, le minimal, c'est qu'ils puissent venir aux séances sans avoir consommé. C'est sobre déjà. Ah oui, qu'ils soient sobres au moment, qu'ils soient capables de venir aux séances sobres. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour cet exposé qui est une nouvelle expérience pour nous. Vous avez dit pour les facteurs de rechute, pour les sollicitations externes, comment faire les intégrer en pleine conscience? Merci. Alors, déjà, il faut les avoir identifiés. D'accord? Donc, il y a une session où on identifie les situations à haut risque de rechute. Mais comme on le fait en TCC, hein, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas fait de TCC et qui vont arriver dans ces protocoles. D'accord? Et ensuite, l'idée, c'est, vous l'avez compris, de les activer. Donc, on leur fait visualiser une situation à haut risque. Évidemment, on va activer les émotions, on va activer l'envie de consommer, on veut ça. Pour que déjà, ils puissent expérimenter et en mode pleine conscience plutôt qu'en mode je réagis. Et après, on voit comment ils peuvent implémenter ça dans leur quotidien. C'est une autre étape qui est abordée dans le MDRT. Je ne sais pas si ça explique un petit peu. Il y a vraiment une étape c'est entre... Là, on n'est pas dans de la pleine conscience. Là, on est dans des stratégies qu'on utilise en TCC où on va identifier vraiment... Chacun va identifier ces facteurs individuels de vulnérabilité à la rechute. Scénario catastrophe. Oui. Bah, le scénario catastrophe, c'est l'ensemble de la boucle. Hein. C'est le stimulus, la pensée, l'émotion, la réaction. Mais déjà, identifier les situations qui peuvent mener, qui peuvent déclencher ces cercles vicieux. Et qu'est-ce qu'on peut lui donner comme outil pour gérer ces situations en séance? Par exemple, les activer, comment on peut l'aider à gérer cette envie, à sortir de chez nous sans envie de consommer, ou au moins il arrive à comprendre, il arrive à... Bah, c'est un peu tout ce que j'ai dit, mais il y a plusieurs réponses à cette question. C'est déjà accueillir l'émotion, accueillir l'envie. On voit que des fois elle diminue d'elle-même. Si ça ne diminue pas tout le temps, même en MPCT, hein, quand on fait un accueil de l'émotion négative, il y a des émotions qui vont vraiment se calmer. On voit qu'en ne luttant pas, en observant, ça c'est comme l'exposition en TCC. Mais il y a des émotions qui vont rester très très fortes. Donc à ce moment-là, ça ne peut pas être juste le seul outil de dire aux gens acceptez vos émotions. Mais on a toute une partie comportementale. On a toute une partie où on va se demander, la première étape étant d'observer son émotion, de l'accueillir, d'augmenter sa tolérance. Et après, qu'est-ce que je fais pour répondre à mon émotion? Donc là, on va être dans les activités alternatives, comme on les travaille en TCC. Qu'est-ce que je peux faire à la place de consommer? Mais pas seulement pour éviter, pour répondre aussi à mon besoin émotionnel. Okay? Si c'est un stimuli interne, comme les émotions qui ont provoqué le craquement. Oui? Sinon, j'ai une autre question. Oui? Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de la pleine conscience? Par exemple, la présence d'idées suicidaires ou bien la présence d'un état de stress post-traumatique, parce que ça peut engendrer des complications. Tout à fait. État de stress post-traumatique, typiquement, de toute façon, tout trouble aigu, c'est un facteur d'exclusion. Même les troubles paniques, l'anxiété généralisée. Mais oui, parce que si vous mettez quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé en assise à se concentrer sur sa respiration, en fait, il va avoir toute sa pratique, ça va être des ruminations. Hein. Oui. Quand il y a un trouble anxieux, on ne peut pas arrêter les pensées. Alors, je veux bien qu'on ne cherche pas à lutter, mais bon, on ne va pas mettre les gens pendant une heure à
avoir que des hallucinations, c'est juste insupportable. Donc on peut pas. Donc, effectivement, travaille à troubles fond. paniques, tous les troubles, on travaille en période de rémission, dans les troubles de l'humeur. Sinon, est-ce qu'on peut faire la moitié, c'est-à-dire comme des thérapies combinées, c'est-à-dire donner des messages, des outils de travail en même temps que le traitement des autres troubles en attendant la pleine conscience structurée. Pour tout vous dire, dans mes groupes, j'essaye d'éliminer tous les patients qui ont des troubles, mais il y en a qui, je vais passer à côté. Eux, ils ne l'ont pas dit. Et du coup, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui m'ont pas dit qu'ils avaient un stress post-traumatique, parce que pour eux, ils croyaient qu'ils n'avaient pas, mais c'est là où ils découvrent qu'ils en ont un, que c'est encore activé. Et là, moi, dans ces moments-là, je suis obligée, ils sont là, au protocole. Donc, je vais les prendre à part et je vais adapter les consignes. On peut adapter, sauf que quand on est dans un format de groupe, c'est compliqué, mais on pourrait imaginer, et d'ailleurs les recherches ne cessent de se faire sur le trouble bipolaire par exemple, sur les addictions notamment, sur d'autres types, sur de l'anxiété, on continue de mettre au point des protocoles et de s'adapter. Donc évidemment qu'on pourrait s'adapter, et même pourquoi pas en dépression beaucoup plus franche, utiliser certains outils. Mais là du coup, on n'est plus dans les protocoles de prévention de rechute que je vous expose là. Mais est-ce que les patients sont sous traitement ou non? S'ils sont sous traitement, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous éliminez les anxiolytiques pour qu'il y a plein de conscience ou non? Est-ce que comme le MDR où on doit éliminer les anxiolytiques pour travailler? Comment vous faites pour des patients qui sont... Là pour le MBCT, vous me dites, parce que... Ah oui, je traduis pas l'inconscient. Alors, ça m'est jamais arrivé, étant donné que effectivement, enfin si, des gens sous antidépresseurs de maintien, oui, bien sûr. Maintenant, des gens sous anxiolytiques, non, puisque on exclut. C'est une exclusion. C'est une exclusion. D'accord? Après, moi, j'aurais tendance à vous dire que tout est dans l'individualisation des consignes et des parcours, et que ça doit se discuter, pourquoi pas avec le médecin prescripteur, à quel dosage ça peut être combiné pour inclure des patients qui ont plus de troubles anxieux et qui puissent quand même bénéficier, pourquoi pas. Parce que, par exemple, dans les addictions, en général, quand il y a un patient, surtout par exemple pour les alcooliques, où il y a cette démarche d'aller chez le psychiatre qui va le mettre sous traitement, où il y a une amélioration nette, et il est sous traitement. Et est-ce qu'on peut à ce moment-là introduire la pleine conscience puisqu'il y a une stabilisation sous traitement pour éviter les rechutes? C'est dans ce, écoutez, pas dans ce cadre. Là pour le coup, la réponse, elle va être comme la psychothérapie. Individuelle. Pareil. C'est-à-dire que si on veut travailler sur les risques de rechute, sur les émotions qui favorisent la rechute, les pensées, il faut que le patient soit un minimum activé. Si on a un patient qui est complètement stabilisé, on ne va pas pouvoir l'exposer aux situations à risque et l'aider à développer des mécanismes de coping. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'il soit trop activé, il faut qu'il soit un minimum activé pour pouvoir en bénéficier. Oui, super, il y a plein de questions. C'est parce que je pratique la TCC, c'est pour cela que je pose des questions. Est-ce qu'on peut combiner la pleine conscience à d'autres thérapies en même temps? Par exemple, la thérapie par exemple, interpersonnelle, pour prendre en charge par exemple les facteurs de stress familiaux en même temps que l'addiction. Alors vous l'avez compris, la pleine conscience, c'est une loupe, ça se décrit là. La pleine conscience, c'est une capacité d'observation de soi. Donc évidemment que quand on va mieux observer ce qui se passe en soi, c'est complètement complémentaire. C'est pour ça que je vous dis c'est une complémentarité parfaite moi avec les TCC, parce que je suis quand même dans les thérapies qui sont fondées sur les preuves. Après, pourquoi pas de psychothérapie, mais ça c'est pas mon champ. Mais évidemment que ça va être complètement complémentaire. Parce que ça va mettre le focus sur des pensées, des comportements, des émotions qu'on n'aurait pas détectées si on n'avait pas amené cette loupe en fait. Donc des fois en TCC on essaye de travailler, mais on n'a pas accès à ce matériel. Donc évidemment la pleine conscience va donner accès à ce matériel, elle va faire émerger des données du mental, des émotions, pour travailler dessus. Donc quand
Merci. Donc, on va clôturer cette session. Donc, merci Madame Marion pour votre présentation, pour les échanges constructifs. Merci à l'assistance pour votre participation, votre attention et surtout votre présence. Merci beaucoup.